Maintenant, on va continuer le chapitre 5 et on va continuer avec les spermaphites. Je vais commencer par les spermaphites. Quand j'ai dit spermaphyte, sperma, ça veut dire graine et phyte, c'est en relation avec les plantes. Donc, les spermaphytes, ce sont des plantes à graines ou bien des phanérogames. Quand j'ai dit phanéros, ça veut dire apparent, ou games, ça veut dire mariage. Ça veut dire ces spermaphytes sont des plantes à fleurs. Donc, les spermaphytes sont des plantes à graines et sont des plantes à fleurs. Donc, ce sont les végétaux qui sont les plus évolués et leur nombre, il est le plus grand et ils forment la grande majorité, bien la majeure partie des peuplements terrestres ou bien des plantes terrestres. Et la plupart et les plantes et les arbres fruitiers appartiennent aux spermaphytes. On va voir qu'ils sont des angiospermes. Donc, ce sont chez les spermaphytes, les graines remplacent les spores. Chez les bryophytes et les ptéridophytes, on a parlé des spores. Ici, il va y avoir remplacement de ces spores par des graines. Les sporophytes, bien sûr, comme chez toutes les autres plantes, les sporophytes, c'est la plante qui est feuillée et ce sporophyte domine le gamétophyte. Les gamétophytes mâles et femelles sont réduits et comme j'ai déjà dit avant, l'évolution, le gamétophyte mâle et femelle sont réduits et ont une durée de vie qui est réduite. Non, comme j'ai déjà dit avant, dans l'introduction, on a dit que l'ovule, après la fécondation, elle va se transformer en graine. On va voir que chez les spermaphytes, on va parler des gymnospermes et des angiospermes. On va voir que chez les gymnospermes, comme par exemple chez le pas, l'ovule, il n'est pas entouré ou enfermé dans un ovaire. Par la suite, chez les gymnospermes, je ne parle pas de fruits. Tandis que chez les angiospermes, comme cet ovule, il est enfermé et protégé par un ovaire, donc après la fécondation, l'ovule, il va se transformer en graine et l'ovaire, il va se transformer en fruit. Donc, chez les spermaphytes, tous les spermaphytes possèdent des mégaphiles. Et quand j'ai dit des mégaphiles, ça veut dire des feuilles de grande taille. Ces mégaphiles peuvent être transformés ou bien en aiguilles ou bien en écailles dans certains groupes. Et à votre avis, pourquoi ces plantes vont transformer leurs mégaphiles en écailles ou bien en feuilles? C'est pour, éviter ou bien c'est pour éviter la sécheresse, par prévention parce que comme ce sont des peuplements terrestres, ce sont des arbres, des plantes terrestres, elles vont être exposées au soleil, ça veut dire au rayonnement, pour qu'il n'y ait pas de sécheresse. La plupart de ces, ou bien certains groupes vont transformer. D'accord, donc on continue. Donc, comme j'ai déjà dit, concernant le cycle de développement, vous allez voir tout ça en détail en cours de repro végétal. Mais comme on a dit, les graines remplacent les spores dans le cycle de développement. Ici, les gamétophytes mâles et les gamétophytes femelles sont les plus réduits. Les gamétophytes mâles, il va être le grain de pollen qui va se former dans les étamines et le gamétophyte femelle il est enfermé dans un ovule et après la fécondation, cet ovule va se transformer en graine. Donc, si je vais comparer par évolution, donc ce que vous voyez ici, ce sont les bryophytes. Chez les bryophytes, on
Et le gamétophyte, c'est la tige feuillée. Donc là, c'est le sporophyte. Et là, ce que vous voyez ici, c'est le gamétophyte qui est la tige feuillée, c'est le gamétophyte femelle. Et ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est le sporophyte qui est parasite sur le gamétophyte. Par évolution, quand j'ai parlé des péridophytes qui sont représentés ici par les fougères, c'est le sporophyte qui est la plante feuillée et le gamétophyte, il va réduire de taille et il va avoir une durée de vie qui est limitée et c'est le gamétophyte qui a la forme d'un cœur. Je parle d'un protale et il va être fixé par des rhizoïdes. Tandis qu'ici, chez les spermaphytes, on va parler des fleurs. Donc, on va voir que chez les angiospermes, il y a une fleur qui est une fleur complète. Donc, le gamétophyte femelle, il va exister au sein de l'ovule et aussi le grain de pollen, il existe au niveau de ce sporophyte. Ce que vous voyez ici, c'est la plante ou bien le sporophyte qui est dominant. Je commence tout d'abord par donc l'embranchement des spermaphytes est divisé en deux sous-embranchements. Il y a le sous-embranchement des gymnospermes et le sous-embranchement des angiospermes. Je commence par les gymnospermes. Gymno, ça veut dire nu, et spermagraine. C'est les gymnospermes, comme j'ai déjà dit avant, les ovules sont nus. Ce que ça veut dire sont nus, ça veut dire ils ne sont pas enfermés dans un ovaire. Et par la suite, chez les gymnospermes, il n'y a pas de fruits. Après la fécondation, l'ovule, elle va se transformer en graine, mais il ne va pas y avoir de fruits comme il n'y avait pas d'ovaire. Donc, ce sont des plantes à graines. Leurs ovules sont nus, ça veut dire ne sont pas enfermés dans des ovaires. Et les ovules sont unitegumentés, ça veut dire ils sont entourés par un seul tégument et ils ne sont pas protégés par l'ovaire. Donc, après la fécondation, la graine, elle va être formée à partir de l'ovule fécondé, mais comme il n'y a pas d'ovaire, donc il n'y a pas de fruits. Donc, ici, les ovules et les graines sont portés par des feuilles qui sont des feuilles modifiées et qui sont les sporophytes. Maintenant, on n'oublie pas que les spermaphytes sont des plantes vasculaires. Donc, les gymnospermes possèdent le xylème et le phloème. De quoi est formé le xylème chez les gymnospermes? Le xylème chez les gymnospermes est formé de trachéides, mais il n'est pas formé de vaisseaux. Il n'y a pas de différenciation en vaisseaux. C'est quoi les trachéides? Bien sûr, les trachéides sont des conduits qui permettent le transport de la sève brute. Et vous allez voir ces trachéides en histologie végétale. La définition en détail, vous allez la voir en cours d'histologie végétale. Les gymnospermes comprennent 4 classes, les cicadacées, ou bien, comme exemple, on a cica, les guinguanés, comme ginkgo biloba, et les gnétinés, comme gnetum, ephedra, et les conifères, ou bien ce qu'on appelle les coniférales. Donc, ici, c'est concernant les différentes classes. Je commence par la classe des cicadacées. Donc, par apparence, ces cicadacées, leurs feuilles ressemblent à un palmier, mais bien sûr, ce n'est pas un palmier, mais les feuilles des cicadacées ressemblent à celles du palmier. Donc, ce sont des plantes d'assez grande taille. Donc, vous n'avez pas à retenir par cœur la taille. Donc, on a dit que ces cicadopsides sont de grande taille. Vous n'avez pas à retenir la taille. Ils ont un tronc qui est court et gros et qui n'est pas ramifié. Le tronc Donc, on continue. Donc, comme j'ai déjà dit, donc le tronc de ces 6 cas, c'est un tronc qui a une couronne terminale et cette couronne terminale
portent de longues feuilles coriaces qui donnent l'aspect à un palmier. Les espèces sont dioïques. Qu'est-ce que ça veut dire dioïque? Ça veut dire il y a un cycle mâle et un cycle femelle. Donc, les cônes mâles et les cônes femelles sont portés par des plantes qui sont séparées. On parle d'un cycle mâle et d'un cycle femelle. Maintenant, concernant la classe des guinguanais, on a une espèce qui est Ginkgo biloba. Donc, Ginkgo biloba, elle est facilement reconnaissable grâce à son aspect. Donc, les guinguanais sont essentiellement fossiles. Cette espèce qui est Ginkgo biloba, elle est reconnaissable grâce à ses feuilles qui ont la forme d'un éventail. Et leurs nervures sont des nervures qui sont ramifiées dichotomiquement. Donc, les arbres peuvent atteindre une grande taille et la plupart des gymnospermes conservent ces feuilles en automne. On a une exception qui est les ginkgo biloba qui va perdre ses feuilles en automne et on parle de feuilles caduques. Ce ne sont pas des feuilles persistantes. Quand je dis feuilles persistantes, ça veut dire qu'ils vont persister. Et on parle des feuilles caduques. Donc, je répète, contrairement aux autres gymnospermes, Ginkgo biloba perd ses feuilles en automne. On parle des feuilles qui sont des feuilles caduques. Donc, les espèces de ginkgo, comme les espèces de cicadacées ou de cica, sont dioïques. Que ça veut dire dioïque? Di, ça veut dire deux. Ça veut dire les plantes sont séparées. On parle d'un ginkgo biloba qui est mâle et d'un autre qui est femelle. On parle d'une plante mâle et d'une plante femelle. Donc, c'est concernant ginkgo biloba. Donc, maintenant, je passe à la classe des gnetopsides ou bien les gnettinés. Concernant les gnettinés, ils sont caractérisés ils ont des caractéristiques ou bien sont caractérisés par des propriétés, quelques propriétés des angiospermes ou bien on a dit que la plupart des angiospermes, bien chez les angiospermes en général, le xylème, il est composé seulement de trachéides et ne se différencie pas en vaisseaux. Donc ici, chez les gnettinés, le xylème, il est composé de trachéides et de vaisseaux comme les angiospermes. Et donc, ces gnettinés sont les seuls parmi les gymnospermes à avoir des vaisseaux dans leur xylème. De que comporte la classe des gnettinés? Elle comporte trois genres, les Phaedra, le Gnetum et Welwitschia. Concernant les Phaedra, la plupart sont des arbustes, ça veut dire des petits arbres qui sont très ramifiés et à feuilles écailleuses. Les Gnetum aussi sont des arbustes, ça veut dire sont des petits arbres ou des lianes à grandes feuilles coriaces. Coriaces, ça veut dire qu'ils sont durs. Maintenant, j'arrive à Welwitschia. Welwitschia, la grande majeure partie de la plante
Donc, ce que vous voyez ici, c'est la plupart partie qui est enterrée dans le sol. La partie aérienne qui est visible comprend un disque concave qui produit deux feuilles rubanées sous forme de ruban. Chaque nom de feuille مثل ruban. Maintenant, j'arrive à la dernière classe qui est la classe des coniféropsides ou conifères. Les conifères représentent le groupe le plus grand et le plus répandu parmi les gymnospermes. Comme exemple, on a le pin, on a le sapin, l'épicéa, la mélèze, cyprès, séquoia et le genévrier. Maintenant, concernant les conifères, on va voir que l'arbre ou bien le sporophyte peut atteindre, donc ce que vous voyez ici, c'est le sporophyte. Il peut atteindre une taille très grande. Les feuilles sont en forme d'écailles ou bien aiguilles qui sont adaptées à la sécheresse. Donc, pour qu'il n'y ait pas déshydratation, ces feuilles sont transformées en aiguilles ou bien en écailles. Les conifères possèdent aussi des canaux à résine. C'est pour cela qu'on les appelle des résineux. Donc, ils sont des résineux. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent des canaux à résine. C'est quoi les canaux à résine? Ce sont des espaces intercellulaires entre les cellules qui ont la forme d'un tube et qui sont bordés de cellules épithéliales résineuses. Et la résine, c'est sécrété par de nombreux végétaux et elle est semi-fluide. Bien sûr, vous n'avez pas à savoir, je ne vous pose pas la question pour savoir la définition des canaux à résine. Il faut savoir que les conifères possèdent des canaux à résine dans les tiges et les feuilles. C'est pour cela qu'on les appelle des résineux. La plupart des conifères sont à feuilles persistantes. Ça veut dire leurs feuilles ne tombent pas en automne, mais il y a certaines espèces chez lesquelles les feuilles sont caduques. Et quand je dis feuilles caduques, ça veut dire que les feuilles tombent en automne. Donc, chez les conifères, il y a des espèces à feuilles persistantes et d'autres espèces à feuilles caduques. Tous les conifères sont ligneux, ça veut dire qu'ils possèdent la lignine qui leur confère une rigidité. Et le xylème des conifères, il est surtout composé de trachéides, mais il ne possède pas de vaisseau, comme la plupart des gymnospermes. Concernant maintenant les organes reproducteurs, on parle des ovules et des sacs polliniques. Les sacs polliniques vont être groupés en des cônes unisexués formés d'écailles. Et quand je dis cônes unisexués, ça veut dire des cônes qui vont porter à la fois des unisexués. Donc, on a des cônes mâles et des cônes femelles. Mais les deux cônes, chez la plupart des conifères, sont portés par un seul arbre. C'est pour cela que j'ai dit que la plupart des conifères sont monoïques. Non, ce que ça veut dire monoïque, ça veut dire chaque arbre porte à la fois des cônes mâles et des cônes femelles. Mais il y a d'autres espèces qui sont dioïques. Et quand je dis dioïque, ça veut dire il y a un arbre qui est mâle et un autre qui porte les cônes femelles. Mais par exemple, le pin, vous allez voir ça en reproduction végétale, c'est monoïque. La plupart des conifères sont monoïques. Ça veut dire l'arbre porte à la fois les cônes mâles et les cônes femelles. Maintenant, je passe au sous-embranchement des angiospermes. La caractéristique des angiospermes, c'est la fleur typique. Cette fleur, elle contient les organes reproducteurs et elle va assurer la reproduction de l'espèce. Et les angiospermes, angio, ça veut dire enveloppe. Que ça veut dire enveloppe? Parce qu'ici, chez les angiospermes, l'ovule, il va être enfermé dans un carpel. Et le carpel lui-même, il est enfermé dans un ovaire. Donc, chez les angiospermes, angio, ça veut dire enveloppe, et sperma, ça veut dire graine. Les ovules sont bitegumentés, donc ils sont
Donc, comme j'ai déjà dit, les ovules sont bitegumentés chez les angiospermes. Ils sont enfermés dans une enveloppe protectrice que vous voyez ici, ce sont les ovules. Ce que vous voyez là, c'est le carpel. Donc, là, c'est le carpel. Là, c'est les ovules. Et donc, ces ovules-là sont plus ou moins fermés en un ovaire. Donc, ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est l'ovaire. Après la fécondation, l'ovule va se transformer en graine et l'ovaire va se transformer en fruit. Donc, ce groupe, il est caractérisé par la double fécondation parce que les deux spermatozoïdes vont entrer dans la fécondation. Ça, vous allez le voir en détail dans les cours de reproduction. Ici, chez les angiospermes, le bois est hétéroxylé. Que ça veut dire hétéroxylé? Ça veut dire qu'il est hétérogène et il comporte des vrais vaisseaux et des fibres. D'accord? Donc là, les fibres qui assurent le soutien. Les angiospermes sont les plus diversifiés et leur nombre, il est le plus grand. Ils comprennent, ils peuvent comprendre des plantes herbacées, donc qui contiennent des herbes et des arbres. Maintenant, je vais parler de la fleur. Une fleur complète est composée de 4 verticilles. Verticille, ça veut dire c'est le lieu d'insertion. Il y a 4 insertions ou bien 4 verticilles de pièces florales qui sont insérées sur le réceptacle. Ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est le réceptacle. Les pièces, si je vais passer de l'extérieur vers l'intérieur, il y a les sépales qui sont le plus souvent chlorophylliens et dans l'ensemble forment le calice. Il y a les pétales qui sont le plus souvent colorés et dans l'ensemble constituent la corolle. Le calice et la corolle sont des pièces qui sont stériles, elles sont protectrices et ne sont pas impliquées dans la reproduction. Ils forment une membrane, ce que j'appelle le périanthe. Je dis que les sépales sont le plus souvent chlorophylliens, par exemple comme chez la tulipe, donc vous avez les sépales qui sont colorés. On a aussi les étamines. Ce que vous voyez ici, ce sont les étamines. Ce sont des pièces reproductrices mâles. Dans l'ensemble des étamines forme l'androcée. C'est à retenir par cœur et c'est important. De quoi est formée une étamine? Une étamine est formée d'un filet. Ce filet, il est surmonté d'une anthère. L'anthère, c'est bilobé, chaque bilobée. Elle est formée de 2 lobes qui se composent de 4 sacs polliniques. أو اللي بسميهم ميكروسبورانج أو دي الميكروسبورانج vont donner naissance au gamétophyte mâle اللي هو le grain de pollen. Ces 4 microsporanges vont être réunis en 2 paires. Les grains de pollen vont être produits à l'intérieur de ces microsporanges أو بسميهم sac pollinique. Tandis que les carpelles, ce sont des pièces reproductrices femelles. Leur ensemble forme le pistil ou le gynécée. Chaque carpelle est formée d'une partie inférieure qui est l'ovaire, qui renferme 1 ou 2 ovules. Par exemple, dans la partie inférieure du carpelle, il y a l'ovaire et cet ovaire renferme 1 ou plusieurs ovules. Donc, après, ce carpelle, il est surmonté d'un style et la partie supérieure, c'est le stigmate. Et ce stigmate, sur ce stigmate, il va y avoir des substances visqueuses qui vont recevoir le grain de pollen. Et vous allez voir après, dans le cours de repos, que dans le grain de pollen, il va y avoir production des cellules gamétiques ou bien des gamètes mâles. Maintenant, concernant les angiospermes, aussi, ils se divisent en 2 classes. On parle des monocotylédones ou bien les liliopsides et les dicotylédones ou bien les magnoliopsides. Quelle est la différence entre les monocotylédones et les dicotylédones? Et les différences sont très importantes. Les monocotylédones, mono, ça veut dire 1. Ils possèdent un seul cotylédon. Et c'est quoi le cotylédon? C'est la feuille primordiale sur laquelle après va se développer l'embryon, ou bien à partir desquelles après il va y avoir formation de la plantule. Donc, ce sont les premières feuilles primordiales qui apparaissent. Ce sont des plantes herbacées, on a exception les palmiers.
Les feuilles sont en nervures parallèles. Ce que vous voyez ici, c'est une feuille et ici, ce sont les nervures parallèles. Les faisceaux conducteurs sont très nombreux et dispersés. sont dispersés. Le système racinaire, il est fasciculé. Que ça veut dire fasciculé? Ça veut dire il se compose d'un ensemble de fines racines. Il n'y a pas de racine principale. Et le nombre de pièces florales, c'est par 3 ou multiple de 3. Donc 3 ou 6 ou 12, etc. Tandis que concernant la classe des dicotylédones ou magnoliopsides, les dicotylédones sont aussi très diversifiés et ils sont les caractéristiques suivantes. Ils possèdent 2 cotylédons, ça veut dire 2 feuilles primordiales. Ils sont des plantes qui peuvent être ou bien herbacées, ou bien ligneuses, ou bien formées par des herbes, ou bien pas ligneuses, ça veut dire qu'ils possèdent de la lignine. Nombre de pièces florales, c'est par 4 ou 5, ou multiple de 4 ou 5. Les feuilles sont en nervures ramifiées. Les feuilles sont composées et sont en nervures ramifiées. Regardez là, ce que vous voyez ici, c'est la nervure, qui est la nervure médiane. Et à partir de cette nervure, il y a des ramifications. Les faisceaux conducteurs sont primaires et disposés en anneaux. Les faisceaux conducteurs primaires de la tige sont disposés en forme d'anneau. Et les tissus secondaires, ils possèdent des tissus conducteurs, des tissus secondaires comme le bois et le libère, c'est pour le soutien, et aussi ils possèdent le cambium. En détail l'histologie végétale. Et finalement, concernant le système racinaire, c'est un système racinaire pivotant. Que ça veut dire pivotant? Ça veut dire qu'il y a une racine principale et de nombreuses racines latérales secondaires. Donc ici, vous avez une racine principale. Et sur cette racine principale, il y a apparition des racines latérales secondaires. Donc, comme j'ai déjà dit, les pièces florales sont organisées en multiples de 4 ou 5. Donc, leur nombre, c'est 4 ou 5 ou multiples de 4 et 5. Donc là, c'est concernant la classe des monocotylédones et dicotylédones. Et par cette partie, on termine le chapitre 5.